La collaboration franco-allemande. Lors de la rencontre entre Hitler et Pétain à Montoire, le 24 octobre 1940, le principe d'une collaboration d'État entre la France et l'Allemagne dans les domaines économiques, militaires et répressifs est institué. À cette période, malgré la germanophobie d'une majorité de la population, la collaboration est surtout entreprise à l'initiative de Vichy. La coordination des appareils répressifs français et allemands est facilitée par le maintien de l'administration de Vichy qui entend préserver ses prérogatives sur la plus grande partie du territoire. Celle-ci recourt de manière systématique à l'internement administratif et établit des fichiers utilisés par la suite pour les arrestations. À la demande des Allemands, un commissariat général aux questions juives, CGQJ, est créé par le gouvernement Darlan le 29 mars 1941. Son rôle est d'élaborer une législation à l'encontre des Juifs et de veiller à son application dans les deux zones: recensement, interdiction professionnelle, aryanisation des entreprises. La spoliation concernera au total près de 47 000 entreprises. Le 2 juin 1941, tout en ordonnant un recensement sur l'ensemble du territoire, l'État français promulgue un deuxième statut des Juifs qui élargit les critères d'appartenance à la race juive et étend le champ des interdictions professionnelles. Sur une demande allemande, une loi française est adoptée le 29 novembre 1940 et un créant l'Union générale des Israélites de France, UGIF, chargée d'assurer la représentation des Juifs auprès des pouvoirs publics. Les premières rafles. À Paris, en liaison étroite avec l'administration française, les autorités allemandes procèdent aux premières arrestations. Le 14 mai 1941, 3710 hommes sont convoqués dans des commissariats où ils sont arrêtés pour être transférés dans les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande, Loiret. C'est la rafle dite du billet vert, du nom du document envoyé par les autorités. Le 20 août suivant, plus de 4000 autres sont conduits à la Cité de la Muette, à Drancy, camp d'internement ouvert à cette occasion. Ce sont surtout des Juifs étrangers, bien qu'il y ait aussi parmi eux des Français. Le 12 décembre, 743 hommes, des notables essentiellement, sont arrêtés et enfermés au camp de Compiègne-Royalieu, Oise. Ce camp sera par la suite le lieu de rassemblement et de transit des déportés politiques, celui de Drancy le devenant pour les Juifs. Le camp d'internement de Drancy est installé en 1941 par les autorités d'occupation dans un vaste bâtiment alors inachevé, appartenant à un ensemble d'habitations collectifs appelé la Cité de la Muette. Il s'agit d'un immeuble en forme de U de 4 étages, autour d'une cour d'environ 200 mètres de long et 40 mètres de large. Réquisitionné par l'armée allemande le 14 juin 1940, des prisonniers de guerre français et britanniques y sont placés temporairement en captivité avant d'être transférés. Les premiers internés juifs sont les victimes de la rafle du 20 août 1941. Le camp est ouvert dans la précipitation, dans des conditions d'hygiène et d'alimentation déplorables pendant plusieurs mois, provoquant les premiers décès. La vie demeure difficile, dans l'ennui, alors que les visites et l'intervention des œuvres de secours sont interdites. Le camp devient à partir de mars 1942 le camp de rassemblement et de transit en vue de la déportation de tous les Juifs de France. 63 convois, avec 67 000 personnes au total, sont formés et partent jusqu'en juillet 1943 de la gare du Bourget-Drancy, puis de la gare de Bobigny, principalement vers le camp d'Auschwitz-Birkenau. Durant les périodes les plus intenses, et notamment dans la deuxième moitié de l'année 1942, 2 voire 3 convois par semaine sont formés au camp de Drancy. Sous l'autorité du service des affaires juives de la Gestapo, l'administration du camp est gérée par la préfecture de Paris jusqu'en juin 1943. À cette date, le camp bascule entièrement sous contrôle allemand, la garde extérieure demeurant affectée à la gendarmerie française. Les conditions de vie sont alors améliorées en apparence et le rôle des internés renforcé dans le fonctionnement interne du camp dans le but de faciliter les déportations. Les responsables SS du camp de Drancy sont successivement Theodor Dannecker, Heinz Rottke et Alois Brunner. Le dernier convoi à destination d'Auschwitz part le 31 juillet 1944. Le 18 août 1944, 1467 prisonniers sont libérés après l'arrivée du représentant diplomatique suédois et de membres de la Croix-Rouge. Plus de 80 000 Juifs seront détenus à Drancy.
entre mai 1941 et août 1944, à 4 km de Paris. L'année 1942 marque le début de la mise en œuvre de la solution finale à l'échelle européenne. Le 27 mars, un premier convoi de déportés juifs quitte la France pour Auschwitz. 73 autres suivront par la suite, la plupart pour cette même destination. Reinhard Heydrich se rend à Paris le 5 mai 1942 afin d'installer le général SS Karl Oberg comme chef de la SS et de la police en France et lancer la préparation des déportations massives. Adolf Eichmann, le chef de la section anti-juive du RSHA, se déplace à son tour le 30 juin. Entre-temps, le 29 mai, une ordonnance allemande rend obligatoire, en France, en Belgique et aux Pays-Bas, le port de l'étoile jaune pour les Juifs dès l'âge de 7 ans. Elle entre en vigueur le 7 juin. Peu après, l'accès à la plupart des lieux publics est interdit aux Juifs. L'exclusion se renforce. Malgré le nombre élevé de personnes arrêtées lors de la rafle organisée à Paris et en région parisienne les 16 et 17 juillet 1942, le quota de Juifs à déporter fixé par les Allemands et les représentants du gouvernement de Vichy lors de négociations n'est pas atteint. Pour y parvenir, l'État français se tourne vers les camps d'internement de la zone libre. Ceux-ci constituent un vivier dans lequel il puise à partir de la rafle du 26 août 1942. Ainsi, parmi les 10 000 Juifs livrés au Reich en août-septembre 1942, figurent en majorité des apatrides et des étrangers provenant de ces camps. Les autres sont raflés dans les départements du sud de la France. Début juin, Oberg entame des négociations avec les autorités françaises sur l'organisation et les conditions de mise en œuvre de l'arrestation, du transfert et de la déportation des Juifs de France, aboutissant à la signature d'un accord officiel avec René Bousquet, secrétaire d'État à la police de Vichy représentant le gouvernement, le 2 juillet 1942. Ce document valide la participation des forces de l'ordre françaises aux arrestations de Juifs, le nombre des Juifs à arrêter et à livrer, les critères d'arrestation, le transfert de Juifs depuis la zone libre en vue de leur déportation. Le nombre est fixé à 100,0 personnes pour l'année 1942. Sur la proposition de Pierre Laval, la déportation des enfants de moins de 16 ans est en outre acceptée par Berlin et appliquée en août. Une réaction indignée d'une partie de l'opinion publique. À cette date, le gouvernement s'efforce encore de conserver le contrôle des mesures prises envers les Juifs français, tout en acceptant que les enfants nés en France de parents étrangers soient déportés. Plus de la moitié des Juifs déportés de France l'a été au cours du deuxième semestre 1942. Les grandes rafles de l'été 1942 concernent pour la première fois des familles entières. Elles suscitent une réaction indignée dans une partie de l'opinion publique, jusqu'alors peu sensible aux persécutions commises contre les Juifs. Ainsi, une partie de l'épiscopat français, plus particulièrement en zone libre, se manifeste. De hautes personnalités comme Mamzinger Saliège, archevêque de Toulouse, Mamzinger Théa, évêque de Montauban, Mamzinger Delay, évêque de Marseille, le cardinal Gerlier, archevêque de Lyon, mais aussi le pasteur Marc Boigner, protestent contre l'arrestation, les mauvais traitements et la remise des Juifs à l'occupant. Des institutions religieuses, des couvents, participent à l'accueil sous de fausses identités d'enfants, notamment ceux dont les parents étrangers sont enfermés dans les camps d'internement ou sont déjà déportés. Dans le milieu rural, des initiatives individuelles et spontanées sont également prises. Ces interventions et la désapprobation d'une fraction de la population ont un réel impact sur l'opinion publique. Mais surtout, les Juifs prennent en charge leur propre sauvetage à travers les actions conduites par des organisations juives comme l'œuvre de secours aux enfants, OSE, parfois appuyées par des organisations non juives, pour la plupart caritatives et religieuses. Cette résistance a revêtu divers aspects selon les circonstances et les lieux. Le rôle des femmes, souvent jeunes, est exemplaire, notamment dans le sauvetage des enfants qu'elles ont cachés ou fait passer en Suisse. La conjonction de toutes ces actions, juives et non juives, contribue grandement à la survie des 3/4 des Juifs de France. Un phénomène favorisé aussi par la géographie du territoire et les conditions de l'occupation du pays. Par ailleurs, de nombreux Juifs de France s'engagent contre l'occupant au sein de la résistance intérieure ou extérieure, suscitant également la création de mouvements spécifiques comme l'organisation juive de combat. Cet engagement des Juifs en résistance prend de multiples formes. Le 11 novembre 1942,
la zone sud est envahie par les Allemands et les Italiens. La zone italienne, dans le sud-est de la France, constitue alors un refuge pour les Juifs, mais suite à l'armistice signé en septembre 1943 par ce gouvernement avec les Alliés, l'intégralité du territoire est occupée par les Allemands. Même si les forces de l'ordre françaises demeurent impliquées, le régime de Vichy se montre plus réticent dans sa collaboration. Les troupes du Troisième Reich se chargent le plus souvent des arrestations, appuyées dès lors par la milice. Les persécutions, les arrestations et les déportations se poursuivent néanmoins jusqu'à la libération, frappant désormais l'ensemble des Juifs. Ainsi, le 6 avril 1944, 44 enfants et leurs éducateurs sont raflés à Isieux, à Haïn, par Klaus Barbie, le chef de la Gestapo à Lyon. En juillet, Alois Brunner, alors commandant du camp de Drancy, fait arrêter en banlieue parisienne plus de 230 enfants et adolescents qui sont déportés le 31 juillet, moins d'un mois avant la libération de la capitale. De nombreux Juifs sont par ailleurs arrêtés, voire assassinés par la milice, comme à Rillieux-la-Pape près de Lyon, où Paul Touvier, son responsable local, fait exécuter sommairement 7 otages le 29 juin 1944. Dans les derniers jours de l'occupation, ils sont encore plusieurs centaines à être massacrés en divers lieux, dont des personnalités comme Jean Zay, ancien ministre de l'Instruction publique du Front populaire.